notre commission qui portait sur la modernisation avait une particularité assez singulière parce qu'il y avait beaucoup de sens de diversité dans la constitution. Il y avait des religieux, les représentants de khalifes généraux, il y avait les représentants des partis politiques, les artistes, les magistrats naturellement, les avocats, des professeurs de différentes universités, l'université virtuelle, l'université Antadio, l'université Adamsek de Ziguinchor. Il y avait également les cadis qui étaient représentés, les stylistes. Donc, c'est une très grande diversité. Et la présidente a tenu à ce que tout le monde s'exprime. Déjà, dans la première commission, en plénière, on a donné la parole à tout le monde pour la présentation. Et après, il y a eu un premier débat. Et à la suite de ça, on a décidé de travailler dans toutes deux sous-commissions. Mais en liminaire, le principe qui a constitué la lame de fond des deux commissions, c'était fondé sur une triptyque: rupture, modernisation et innovation. À travers cette triptyque, on a voulu préconiser des recommandations fortes, des recommandations innovantes qui devraient permettre d'aller vers une justice de rupture, une justice qui va mettre le citoyen au cœur de son action, une justice qui va davantage faire respecter les droits des citoyens, les droits des libertés des citoyens, une justice réconciliée avec ces populations, une justice qui va protéger, qui va lutter plus efficacement contre le blanchiment, contre la corruption, contre les infractions financières de manière générale, et une justice qui va assurer également la défense du citoyen et du justiciable en lui permettant d'accéder dans des délais raisonnables à ces différents droits. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place deux sous-commissions. La première commission était chargée de traiter les imaginaires, les infractions, la détention, l'exécution des décisions de justice, et réfléchir également sur les lanceurs d'alerte et d'en finir avec la protection de l'enfant. Parce que les imaginaires sont transversaux. Ensuite, je vais travailler sur les acteurs, sur les organes et sur les usagers qui utilisent cette organisation. Donc, dans la méthodologie à l'interne, de chaque sous-commission nationale, les deux commissions qui dirigent la première par le vice-président, le professeur Kylian Ndiaye, et l'autre commission était dirigée par Aïssatou Kanté, avec comme rapporteur Suraï Sek et l'inspecteur Sarr, le directeur de l'ONAS. Donc, dans ces commissions également, on a privilégié, on a voulu que toutes les sensibilités se promettent, que tout le monde exprime son ressenti, sa vision de la justice et au besoin fasse des recommandations. Donc les débats ont été effectivement très intenses. Parfois, sur certains points, il y avait des désaccords, mais au finish, les débats ont été très enrichissants.
Il y a certains qui ont même changé de regard sur la justice en poussant du doigt les réalités dans lesquelles les juges travaillaient et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Donc, dans les différentes commissions, dans les commissions on travaillé, on a mis le focus sur les différentes thématiques, mais surtout, on a trouvé un consensus sur des recommandations fortes. Mais surtout sur l'imaginaire, il y avait une volonté exprimée de décoloniser la justice en essayant de gommer toutes les scories qui traversent son fonctionnement. Donc les imaginaires, donc il y avait beaucoup de points sur lesquels les uns et les autres étaient d'accord. Donc le premier point fort du consensus, c'est la décolonisation de la justice pour l'adapter aux réalités socio-économiques du Sénégal. Le deuxième point fort, c'est tout le monde était d'accord sur l'autonomisation du Conseil supérieur de la magistrature. On y reviendra, mais le principe de base, c'est que les gens sont d'accord sur l'autonomisation avec des déclinaisons qui seront décrites dans les recommandations qui vont suivre. Mais en tout cas, le point de convergence, c'est qu'il faut aller vers un Conseil supérieur autonome. Donc, l'autonomisation également du juge de l'application des faits. Il faut comprendre à ce niveau que du fait du nombre réduit de magistrats, présentement, on a 530 magistrats. Donc, les magistrats exercent plusieurs fonctions. Et le JAP, c'est une fonction qui est exercée à côté d'autres fonctions. Souvent, les juges civils, les juges correctionnels, le juge criminel, il a plusieurs casquettes et en plus de ça, il exerce les fonctions de JAP. Pour une plus grande efficacité, la Commission est d'accord pour une autonomisation du JAP, du juge de l'application des peines, pour qu'il puisse faire son travail de manière optimale et efficace. Également, comme point fort, tout le monde est d'accord pour qu'on institue le juge de liberté et de la détention. Là également, c'est une recommandation forte qui fait l'objet d'un consensus, qui fait l'objet d'une longue demande, d'une longue attente. Je pense que l'autre groupe en a parlé. Notre groupe, les deux commissions, dans leur entièreté, adhèrent à cette proposition et à cette recommandation. Améliorer les conditions de prise en charge du justiciable à l'accueil du détenu, des usagers, des victimes, bref, améliorer en tout cas l'accueil, l'orientation du justiciable, sa prise en charge. Autrement dit, je reviens à un point fort de la rupture, c'est que le citoyen doit être placé au cœur des préoccupations. Il faudrait que véritablement la satisfaction de ses besoins soit prise en charge par la justice et les services qui en dépendent. L'autre point de consensus, c'est la dématérialisation des procédures et la numérisation des archives. Donc c'est en fait un préalable de la digitalisation. Il faut véritablement une numérisation pour sauvegarder la masse de pièces qui est traitée depuis l'état civil, parce que l'état civil c'est au niveau de la mairie, au niveau des juridictions, mais souvent c'est des pièces qui sont laissées en rade après, mais qui sont extrêmement importantes
dans le processus judiciaire. Naturellement, il y a des points d'achoppement où on n'a pas pu trouver un consensus. Il y a eu des opinions qui se sont exprimées de part et d'autre. C'est le cas du délit d'offense au chef de l'État. D'aucuns ont préconisé sa suppression. Motif pris de ce que c'est une survivance du crime de lèse-majesté, et que c'est une vieillerie qu'il faut donner. D'autres ont estimé que dans le contexte de notre société, il était important de préserver l'institution du président de la République. Peut-être qu'il faudrait recadrer davantage ce délit. Mais c'est un point qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Les avis étaient partagés entre la suppression purement et simplement de ce délit et son encadrement et son maintien. Il y avait également une divergence sur la correctionnalisation du viol. Certains spécialistes ont estimé que la criminalisation effective de cette infraction avait entraîné une surcharge de peine et allongé la durée de détention. C'est le cas de la criminalisation du trafic de drogue et du viol. Et en tout cas, pour le viol, si la correctionnalisation de la drogue est acceptée, celle du viol ne l'a pas été. Il y a eu toute une discussion autour du délit d'outrage fait à magistrat. Mais là, on a estimé que la loi était suffisamment claire, que la préoccupation des intervenants était de limiter cette infraction quand un magistrat est attaqué de manière individuelle, mais que le citoyen devait avoir le droit de critiquer la justice en tant qu'institution. Mais les acteurs ont expliqué que la loi était suffisamment claire et ne souffrait pas d'interprétation. Il est bien spécifié que l'infraction, c'est l'outrage fait à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Donc le texte était clair, mais en tout cas, celui qui avait soulevé la question n'était pas convaincu, malgré le texte qui a été lu. Donc, c'est des points, il fallait, dans la restitution, parler de ces points d'achoppement. Donc, relativement aux recommandations principales, maintenant. Donc, pour les imaginaires, les participants ont préconisé de décoloniser la symbolique de la justice dans ses robes, ses rituels, dans l'approche, dans son référentiel, etc. Et qu'il fallait sensibiliser les citoyens sur le fonctionnement de la justice et le déroulement de ces différentes procédures. Donc il y a un besoin très fort auprès des justiciables de mieux comprendre le fonctionnement de la justice dans son rituel, dans ses procédures, dans ses recours et dans son langage. On a vu avec les problématiques qui se sont posées ces dernières années et tout récemment, comment les citoyens se sont appropriés des notions telles que le retour de parquet, telles que l'appel, telles que le pourvoi, même des problèmes constitutionnels. Moi, je pense que parfois, on apprend
dans les périodes de crise et je pense qu'il y a eu une appréciation, une appropriation de la justice et de l'importance de la justice à travers certains dossiers. Les gens se sont appropriés certains termes et ont vu l'intérêt et l'importance d'une justice dans le fonctionnement de la démocratie. Donc la sensibilisation est d'une importance capitale et pour cela, la Commission a préconisé une sensibilisation qui va expliquer le fonctionnement de la justice, le rôle des différents acteurs, les huissiers, les notaires, les greffiers, les magistrats, les parquets et certaines procédures les plus usuelles. Il y a lieu de faire une sensibilisation dans ce cadre-là. Relativement aux infractions, il a été préconisé l'extension de la compétence des maisons de justice vers certains délits. Il est évident que présentement, les maisons de justice peuvent faire de la médiation-conciliation dans certains petits délits. Mais on a estimé qu'il fallait étendre, vu le succès, à des infractions telles que l'abus de confiance et l'escroquerie, mais limité à un certain niveau. Pour des escroqueries et des abus de confiance portant sur des montants ou des objets pas d'une très grande valeur, peut-être on peut étendre la compétence des maisons de justice pour désengorger un peu les juridictions sur ces infractions. Étant entendu que sur le plan correctionnel, les infractions les plus courantes qui sont traitées, la plupart des contentieux concernent l'escroquerie et l'abus de confiance. Après, les drogues dans les différentes déclinaisons, la détention, l'usage, les trafics, etc. En tout cas, c'est une recommandation de ce point de vue. Renforcer les compétences des magistrats sur la protection juridique des inventions et les spécialiser dans le traitement de ces catégories d'infractions. Il s'agit de toutes les infractions consistant à la violation de la protection des droits d'auteur, etc. Donc la contrefaçon, donc c'est souvent une spécialité qui n'est pas très bien maîtrisée d'après les participants. Donc il y a lieu de renforcer la formation, au besoin de spécialiser les juges dans le traitement de ces infractions. Renforcer les sanctions contre les auteurs d'accidents de la circulation. Durcir les conditions de délivrance de permis de conduire. Tout le monde convient avec nous que ces dernières années, il y a beaucoup d'accidents d'une très grande gravité, mais ayant comme lame de fond une certaine permissivité dans le contrôle et dans la délivrance des permis de conduire. Donc, la Commission recommande un durcissement des conditions et des conditions de délivrance et de la sanction. Criminaliser l'escroquerie foncière. Légiférer sur les questions foncières pour éviter son bradage, donc le bradage du patrimoine foncier, et interdire le titrage des domaines agricoles, sécuriser l'exploitation agricole et exiger au besoin la détention de la nationalité. Donc ça également, c'est des mesures fortes, véritablement pour éviter la déprédation foncière et le cannibalisme de nos terres. Donc éviter le titrage, c'est-à-dire
des domaines fonciers agricoles, éviter que ça fasse l'objet de types de propriétés, parce que c'est un peu délicat, c'est-à-dire mettre des titres fonciers sur de grands domaines agricoles, le bail positif. Mais le maître des titres fonciers, c'est le sortir du patrimoine national, parce qu'imaginez un étranger qui fait un titre foncier sur un domaine important, demain, ce domaine peut entrer dans le patrimoine de sa famille, etc. En tout cas, la recommandation consiste à éviter autant que faire se peut le titrage de ce domaine. Prévoir des peines d'amende pour les fumeurs de chanvre indien. Là également, on a estimé que certainement la place de ces fumeurs de chanvre indien, ce n'était pas la plus basse. Peut-être des peines d'amende pourraient suffire. Criminaliser le convoiement de migrants et prévoir des mesures alternatives pour les candidats à l'immigration irrégulière. Rendre cohérent le régime de responsabilité civile dans le code de la famille avec le code pénal et le code de procédure pénale, ainsi que le COCC. Il y a un problème au niveau de la responsabilité civile, il y a des problèmes de cohérence. Sur la détention, construire des crèches et des salles d'allaitement dans le centre d'établissement pour femmes. C'est un problème réel, surtout avec les femmes qui ont des enfants, mais ce n'est pas seulement que pour les détenus, c'est également le cas pour les agents de l'administration pénitentiaire qui ont des enfants et ça peut en tout cas améliorer les conditions de détention. Favoriser les mesures d'aménagement de peine et les peines alternatives à l'incarcération. Donc, on avait parlé dans les recommandations fortes, véritablement, on a considéré que c'est une recommandation phare parce que c'est une nouvelle fonction qui existe depuis 2001, mais qui tarde à jouer pleinement son rôle et qui peut être un acteur extrêmement important si son autonomisation est accompagnée par des mesures telles que disposer d'un budget. Il y a un budget déjà, mais le budget est souvent très faible, mais c'est parce qu'il n'a pas suffisamment de décharge de travail par rapport à ses autres responsabilités. Interdire, là c'est une interdiction formelle, interdire les recours de parquet et les recours d'instruction. On a estimé que c'est une pratique illégale à bannir parce que c'est des dispositions qui vident totalement de leur sens les dispositions qui réglementent la garde à vue. Humaniser les conditions de détention par la construction de prisons répondant aux normes standards. Donc là également, il y a une série de mesures qui sont préconisées, notamment l'humanisation va se traduire par la construction de prisons aux normes avec des centres de premier accueil. Ça n'existe pas pour le moment. Donc le délinquant primaire est projeté directement dans la réalité de la détention carcérale sans préparation. Et les centres de premier accueil
peuvent y pallier. Mais également mettre en place des IVF, des unités de vie familiale, ça c'est pour les longues détentions. Les détenus qui se comportent bien peuvent aller dans ces centres de vie familiale pour rester avec les familles pendant une semaine, 3 jours, selon l'administration pénitentiaire, selon leur bonne ou leur bonne conduite. Restituer la prison de Sébikotane à l'administration pénitentiaire lui rendre sa fonction pénitentiaire. Ça, c'est les autorités anciennes, les autorités sortantes, avaient décidé de rétrocéder à la gendarmerie. Les acteurs ont considéré, les participants ont considéré que cela n'avait pas favorisé le règlement de la population carcérale et qu'il fallait rétrocéder ce centre-là, qui est dans le programme prioritaire de modernisation des édifices de la justice, rétrocéder ce centre-là à la PAP. Pour ne pas que les effectifs qui soient comptés dans ce programme rattacher le centre à la direction de l'inspection générale de l'administration pénitentiaire. Là également, pour le centre qui est géré exclusivement par des agents de l'administration pénitentiaire, dépend techniquement de l'administration pénitentiaire et rattaché à la PAP. Et les participants, pour plus d'efficacité, estiment que c'est un centre qui doit être rattaché à l'administration pénitentiaire, d'autant plus qu'en cas d'évasion, c'est l'administration pénitentiaire qui est considérée comme responsable. Il y a des politiques de l'Est qui sont bracelets électroniques, c'est l'administration centrale. Donc il y a un point sur l'humanisation important et qui doit faire l'objet d'une innovation, c'est-à-dire interdire la fouille de corps en mettant en place des portes dans les 37 établissements pénitentiaires. Donc pour ce qui est de sur la détention, la recommandation finale, c'est de prendre des mesures urgentes, immédiates, pour un véritable désengorgement, en utilisant au besoin toute la palette qui s'offre à l'administration et à l'État, des mesures de grâce présidentielle, des mesures de réduction de peine, etc. Mais en tout cas, il y a urgence à désengorger de manière sensible et importante les lieux de détention. Cela pourrait marquer la volonté de rupture de nouvelles décisions. Pour le point relatif à l'exécution des décisions de justice, mettre en place un véritable service d'exécution des peines, renforcer la commission d'indemnisation, suspendre les poursuites pénales initiées contre les femmes en état de grossesse jusqu'à leur délivrance, sensibiliser les populations sur l'existence de la commission d'indemnisation. La commission d'indemnisation est logée à la Cour suprême, mais son fonctionnement, les décisions qu'elle a prises, la procédure qui est suivie, ne sont pas connues du grand public. Parce que nous avons ce qui est prévu dans cette commission aux détenus qui ont bénéficié d'un acquittement d'une relâche pure et simple
ou d'un non-lieu. Donc la commission avait préconisé que cette indemnisation soit étendue aux détenus dont la détention dépasse largement la peine prononcée. Dans notre groupe, il y a un ex-détenu qui a exposé un cas qui nous a fait penser à cette recommandation. Il a fait 10 ans de détention préventive pour une peine prononcée de 4 mois. C'est-à-dire qu'il a perdu 9 ans de sa vie. Donc, le dispositif actuel ne permet pas une indemnisation. Donc, une chose est d'expliquer le dispositif de la commission d'indemnisation qui est logée à la Cour suprême, et une autre est d'étendre l'indemnisation vers cette catégorie de détenus. Donc, ces deux recommandations ont été faites dans ce cadre-là. Pour l'exécution des décisions de justice, mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, un véritable service d'exécution. Ce service n'existe pas dans beaucoup de pays, il n'existe plus. Or, dans notre langage courant, on dit après mais c'est tout à nous. Le citoyen n'est pas entré dans ce jeu. Donc, c'est un service extrêmement important qu'il faudra mettre, le rendre l'équiper et le rendre fonctionnel dans toutes les juridictions. Et ce sera même un gain pour l'État. Toutes ces amendes-là il y a un véritable service d'exécution de l'État. L'État peut récupérer beaucoup de fonds dans ce domaine. Donc, appliquer les circonstances atténuantes pour les femmes auteurs d'infanticide dans le cas de viol ou d'inceste ou de viol. On les fasse bénéficier de larges circonstances atténuantes. Mettre dans les juridictions le service, voilà, c'est toujours une recommandation allant dans le sens de renforcement et de l'extension des services d'exécution des peines. Pour faciliter l'exécution de toutes les décisions. Veille à l'application effective des décisions de justice en instaurant le système d'accueil, d'information et de suivi. C'est-à-dire qu'on a vu par le passé un réel problème dans l'exécution des peines, tant des peines pénales que des autres peines. Véritablement, la force d'un État, c'est l'exécution de ces décisions. Donc, on doit mettre en place un dispositif qui va rendre effective l'exécution des décisions de justice. C'est un problème auquel notre dispositif judiciaire est sérieusement confronté. Il faudra y trouver une solution urgente, efficace et rapide. Favoriser l'accès à l'information, donc ça c'est pour les lanceurs d'alerte. Renforcer la protection des données personnelles, que les réalités socioculturelles soient prises en compte dans l'œuvre de distribution de justice. Donc c'est pourquoi il a été préconisé l'usage des langues locales, mais surtout la traduction des codes les plus usuels dans les langues nationales pour un meilleur accès.
Donc revoir, il y a lieu de revoir les taux, de repenser les perceptions, représentations, etc. Il y a déjà un début, la Cour des comptes, par exemple, ils ont adapté les taux. Je pense qu'au niveau du Conseil constitutionnel également, il y a eu des changements de robe à plusieurs niveaux. Mais en tout cas, il y a nécessité d'adapter certaines choses aux réalités du pays. Pour les acteurs de la justice, augmenter les effectifs du personnel et tout. Tout le monde a constaté le déficit abyssal qu'il y a à tous les niveaux. À titre illustratif, je l'ai dit tantôt, on a 530 magistrats, alors que si on devait déployer entièrement notre carte judiciaire, rien que sur les effectifs prévus par le texte qui organise l'organisation judiciaire, il faut un minimum de 1500 magistrats. Et on demande la création d'autres, tels que le GLD, l'autonomisation du JAP. On a 472 greffiers, alors que l'effectif standard, c'est 2 greffiers pour un magistrat. Vous voyez le déficit. Les magistrats sont même plus nombreux que les greffiers. Et les recrutements ne règlent pas le problème parce que tout récemment, il y a eu une entrée de 35 magistrats. En décembre 2023, on était à 542 magistrats. L'entrée des 35 magistrats n'a pas, au lieu d'augmenter le chiffre, on a eu une baisse. Donc de 2023 à 2024, on est passé de 542 à 530 magistrats. Donc vous voyez que le problème est véritablement un problème sérieux. Le déficit est valable dans tous les corps qui interviennent dans la justice. Donc il va falloir véritablement avoir un plan ambitieux de recrutement en personnel. Harmoniser la gestion des ressources humaines. Donc voilà, il y a une série de recommandations qui recoupent un peu les recommandations de l'autre groupe. Harmoniser les textes pour une gestion efficace du système judiciaire. Donc il y a une série de recommandations concernant le personnel. Mieux intégrer les cabinets dans le processus judiciaire. Mettre en place un programme de construction d'édifices et d'infrastructures équipés et aux normes et effectivement doter le personnel de tous les équipements nécessaires pour un meilleur fonctionnement de la justice. Pour les organes de la justice, actuellement il y a le Conseil supérieur de la magistrature, encadrer la durée des attestations des magistrats, s'appuyer sur des outils pour définir les critères, donc là c'est des critères, la demande de critères objectifs pour la nomination, pour plus de transparence, doter le CSM d'une véritable administration chargée de préparer les propositions, suivi des dossiers et de la carrière des magistrats, pour garantir une plus grande transparence. La non-participation du président de la République et du ministre de la Justice au CSM, faire du CSM une institution de la République, l'ériger en autorité administrative indépendante. Ouvrir le CSM à certains corps, à d'autres corps. Définir clairement des critères qui président à la nomination. Donc voilà, c'est les recommandations principales sur
de CSM. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, donc aller vers une Cour réduire les délais d'intervention de la Cour suprême, rendre les rabats d'arrêt suspensifs, publier les décisions de la Cour suprême, rendre effective la collaboration institutionnelle entre les professeurs et cette haute cour. Donc, pour ce qui est de la Cour des comptes également, des préconisations sont faites, harmoniser les garanties entre la magistrature judiciaire et procéder par appel à candidature pour les hautes commissions. Pour les usagers, globalement, c'est mettre les usagers au cœur du dispositif. La historique des recommandations, mais entre autres, construire une grande protection sociale pour les mineurs, enlever les supportés par le portail public, sur les questions relatives à l'état civil, à l'état des personnes, rattacher les cadis aux cours d'appel pour l'utilisation du serment sur le Coran, mettre en place des médiateurs sociaux et judiciaires. Voilà, grosso modo, en résumé, les différentes propositions, étant entendu que les propositions sont beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées dans le document qui sera annexé au rapport final, non seulement les rapports des deux sous-commissions, mais le rapport plus élaboré du rapporteur général, ce rapport que j'ai lu étant un résumé, mais le temps nous étant compté, on ne peut pas les lire dans leur exhaustivité. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu faire des recommandations fortes pour qu'on aille vers une justice véritablement de rupture qui place les citoyens au cœur du dispositif et que les différentes péripéties qu'on a eu à traverser, qu'on aille, comme l'esprit du dialogue l'a préconisé, qu'on aille vers une justice réconciliée avec elle-même d'abord, mais réconciliée avec les justiciables au grand bonheur des populations sénégalaises au nom de qui la justice est rendue, et pour que le président qui suscite en sa personne, ainsi que les acteurs et toutes les équipes qui l'accompagnent, que le Sénégal continue à briller au frontispice des nations. Voilà, je vous remercie de votre attention.